Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de rester fidèles à votre émission, le jury du dimanche iRadio, première radiovision du Sénégal, ITV et imedia.sn. Nous avons le plaisir de recevoir ce dimanche 21 février 2021 Théodore Chérif Monté, député, rapporteur de la mission d'information parlementaire sur les inondations et directeur national opérationnel de l'Union citoyenne Buntubi. Bonjour Théodore Chérif Monté. Bonjour Mamoudou. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Le credo de votre parti, agir pour servir le Sénégal à travers notamment le programme Sénégal entreprenant et solidaire. Tête bien faite, forte tête. L'homme est certes discret, mais il n'en est pas moins un député du peuple. Théodore Chérif Monté, le nom étant un parfait symbole du dialogue interreligieux et interculturel, irrigue l'Assemblée nationale de ses idées. L'unanimité n'est pas de ce monde, on le sait. Néanmoins, Monté a réussi à mettre d'accord ses collègues de la majorité comme de l'opposition sur ses qualités. Ce Saloum Saloum, spécialiste du supply chain, chaîne d'approvisionnement, connaît bien l'arachide. Non pas parce qu'il est natif du bassin arachidier, mais de Saint-Louis, plutôt parce qu'il a travaillé au début de sa carrière à la Sonacos Lindiane. Avec l'invité du jury du dimanche, on parlera naturellement d'arachide et d'agriculture. Et je le vois sourire à l'idée d'en croquer quelques graines. Théodore Chérif Monté, je vous interrogerai également sur d'autres sujets d'actualité chaude comme des arachides grillés du Saloum. Les sujets ne manquent pas. L'invité du JDD est né de parents enseignants originaires du Sine, du Saloum, du Djolof, de la Casamance et de la Guinée-Bissau. Premier vice-président de la commission aménagement du territoire, urbanisme, habitat, infrastructure et transport de l'Assemblée nationale. Il est également le représentant du Parlement à la commission de protection des données personnelles CDP dont il est le vice-président. Attaquons notre émission par l'arrivée des premières doses de vaccins Sinopharm, vaccin chinois, au Sénégal. Le chef de l'État les a réceptionnés il y a quelques jours. Les personnes ciblées, ce sont les personnels soignants de première ligne, les personnes vivantes avec une comorbidité et les personnes âgées d'au moins 60 ans. Comment accueillez-vous l'arrivée de ces vaccins ? Alors, merci beaucoup Mamadou. Permettez-moi, avant de répondre à votre question, de vous féliciter surtout parce que j'en ai pas eu l'occasion pour la sortie de votre livre, Le Sénégal et Mandela, le grand secret, mais aussi de souhaiter un bon carême à toute la communauté chrétienne du Sénégal. Bon carême à vous. Merci beaucoup. Yeah. Alors, le vaccin contre la COVID. COVID-19, on ne peut que s'en féliciter. La COVID-19, malgré toutes les tentatives, n'importe où dans le monde, demeure une maladie difficile à éradiquer. En tout cas, pas dans le sens où on l'espérait. On a pensé que la distanciation physique, le respect des mesures barrières, le port du masque, etc., pouvaient freiner la contamination. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que malgré tout cela, le monde ne peut pas radicalement changer de façon de vivre juste pour faire face à un virus. Donc il a fallu mobiliser l'ensemble des moyens colossaux, aussi bien financiers que scientifiques, pour arriver très rapidement, 18 mois, à la découverte d'un vaccin, de plusieurs vaccins. Le Sénégal a choisi d'entamer sa campagne de vaccination avec le vaccin chinois. Je pense qu'on fait dans la mesure de nos moyens, mais ça correspond aussi à un vaccin classique, connu, qu'on pourra expliquer aux populations. Ce n'est pas l'ARN messager, c'est une souche du virus atténuée, tuée, qui va être injectée pour pouvoir produire des anticorps. Le virus est parti de la Chine. Voilà, le virus est parti de la Chine. Oui. Je pense qu'ils ont le plus de recul, malgré le fait qu'on parle d'efficacité qui tourne autour de 76%, si je me souviens bien. 79. Voilà, ça reste correct. Ça reste correct. Et je pense que le Sénégal n'a pas réinventé la roue.
Notre stratégie de vaccination correspond à ce qui se fait un peu partout dans le monde. C'est le personnel soignant qui est au front, qui sont le plus en contact avec le virus. Ce sont les personnes qui traînent des comorbidités, qui sont les plus fragiles, qui généralement, dès qu'ils chopent le virus, passent à une situation d'état grave, et les personnes âgées. Donc, je pense que c'est une stratégie correcte qui correspond à ce qu'un comité scientifique pourrait conseiller à un président de la République. La campagne de vaccination sera lancée mardi prochain. On imagine le défi aussi que représente la sensibilisation. Il y a des réticences au Sénégal comme ailleurs. Alors, comment vous appréhendez cela, les réticences qui se font jour et le lancement de la campagne de vaccination? Alors, ma principale critique par rapport à la stratégie de vaccination du Sénégal est justement sur ce point-là. Je pense qu'il y a deux choses. La première, c'est qu'on n'a pas fait assez de prospective. Le Sénégal aurait pu commander le vaccin un peu plus tôt. On a mobilisé 1 000 milliards. On aurait pu faire comme les autres pays, participer à la recherche, mettre de l'argent, faire du deposit et attendre d'être livré. Bon, bref, c'est du passé. C'est pas grave, on s'est rattrapé. C'est important, voilà. Oui. Donc, la deuxième chose, c'est que on a mis 2 mois en attendant le vaccin et on n'a pas communiqué. On n'a pas sensibilisé les gens. On n'a pas expliqué qu'il n'y a aucun intérêt pour un gouvernement d'empoisonner son peuple. Il y a plein de choses qu'on aurait pu entamer entre la commande et aujourd'hui. Donc, ça, ce sont des couacs. Je pense que assez rapidement, les autorités en charge de la campagne de vaccination vont s'y reprendre pour pouvoir combler le gap. Mais le déficit communicationnel, il est déjà là. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire aujourd'hui, je pense qu'il faut confier cette communication aux gens à qui ça sied le mieux, c'est-à-dire les communautaires, les Badianou Gox, les imams, les autorités, les notables au plus bas niveau dans les quartiers. Ce sont eux que les gens écoutent. L'autorité étatique est un peu trop loin. Donc les gens ont des références qui sont proches d'eux. Je pense que c'est avec eux qu'il faut partager la bonne information et eux, ils serviront de relais. Les médias de masse qui ont quand même joué un rôle extrêmement important dans la sensibilisation déjà. Tout à fait. Sur la maladie de la Covid-19. Voilà. Oui, mais ça, quand même, c'est un déficit de cette nature, c'est quand même préoccupant. Oui, c'est très préoccupant, c'est ce que je disais. On ne fait pas assez de prospective. Vous savez, la maladie a surpris tout le monde. Et pendant les premiers mois, pendant le premier trimestre, le premier semestre, les gens ont engagé des centaines de milliers de données pour analyser, pour comprendre. Donc, chaque fois qu'on engrange des données, c'est pour aller de l'avant. On ne prend pas des données, les chiffres ne servent à rien s'ils ne nous permettent pas de simuler et de nous projeter sur le futur. Donc, nous, on a pêché sur ça. Bon, c'est notre péché mignon. Hein. On ne fait pas assez de prospective dans nos pays. L'anticipation. On n'anticipe pas. Généralement, on est sur du court terme et ça, c'est pas bon. Le peuple aussi a besoin d'exemples, de références. Quand il y a des réticences de cette nature, comment faire pour convaincre? Moi, je pense que, comme je disais tantôt, il ne faut pas réinventer la roue. Les premiers à être vaccinés, on les connaît. C'est le chef de l'État, ce sont ses ministres, ce sont les chefs religieux, ce sont le professeur Seydi, que tout le monde admire. Il y a des gens qui, dès qu'ils vont se vacciner, montreront à la face de tout le monde qu'il n'y a aucun danger à se faire vacciner. À l'Assemblée, vous êtes à l'Assemblée, je pense qu'on sera, si on nous vaccine, on sera des privilégiés. On n'est pas... Oui, des privilégiés, mais sauf que le virus a également... Maintenant, on sait que le virus a séjourné à l'Assemblée nationale. Le virus séjourne encore à l'Assemblée nationale. Il y a même des députés, un médecin me disait il n'y a pas très longtemps qu'il faut être très courageux pour recevoir un député en ce moment. Je pense qu'il faut donner l'exemple. C'est une pédagogie par l'exemple. Il faut qu'on rassure les populations. Aujourd'hui, même la campagne de vaccination contre la fièvre jaune, les gens commencent à être réticents parce que tout le monde a peur de cette histoire de vaccin parce qu'il y a eu tellement de théories complotistes autour de tout ça. Il y a une phobie du vaccin. Il y a une phobie du vaccin. Donc, il faut rassurer les gens
en faisant la pédagogie par l'exemple. Vous avez parlé tout à l'heure de privilèges. Il ne faut pas créer des privilèges ou des privilégiés. Ce qui m'amène à vous poser la question sur la transparence. Comment garantir la transparence dans la sélection des personnes qui doivent avoir droit à ce vaccin? C'est très important. Je pense que le seul moyen de garantir la transparence, c'est de continuer à laisser le comité de gestion des épidémies faire son travail. Donc je pense que ce ne doit pas être un choix fait par des politiques. Il faut qu'on laisse les techniciens, les maîtres de l'art continuer. On vient de recevoir la nouvelle enquête sur la démographie au Sénégal. On connaît les structures, on sait où se trouvent les personnes, etc. Plus de 16 millions 700 000 Sénégalais. Ouais. Donc c'est l'occasion justement d'utiliser tout ça, d'utiliser tous ces outils. On a les outils qu'il faut pour faire les bons choix. Oui. Donc faisons-les de façon scientifique. Mais il est important que l'État fasse comprendre aux populations que la vaccination n'arrête pas le comportement responsable et citoyen qu'on doit avoir pour éviter la contamination. Oui. 16 millions 700 millions de Sénégalais, 200 000 doses dans un premier temps. On a dit tout à l'heure les personnes qui sont ciblées. Le chef de l'État parle de plus de 6 millions d'autres doses qui sont commandées, d'où quand même la sélection rigoureuse, à moins qu'on dise que tout le monde va être vacciné. Est-ce que vous, en tant qu'Assemblée nationale, vous êtes associé à la stratégie et quelle est votre réflexion en tant que député? Le député aujourd'hui n'est pas associé au ciblage. Comme je le disais tantôt, le chef de l'État, dans le cadre de la pandémie, est conseillé par un comité de gestion des épidémies. Le Sénégal a géré des épidémies pendant des années et des années. On connaît, on a de grands scientifiques, on a de grands techniciens, on a de grands épidémiologistes qui savent faire des analyses de chiffres et qui savent où est-ce qu'il faut frapper pour gagner la bataille. Si on continue à nous appuyer sur ces gens, comme je le disais tantôt, sur les maîtres de l'art, nous y arriverons. Si nous y mettons de la politique, nous risquons de ne pas être assez transparents et ça pourrait être une catastrophe. 200 000 doses, ce n'est pas beaucoup, c'est un début. Je pense qu'on a prouvé, en tout cas dans cette affaire, qu'on peut avoir de la souveraineté. On est dans l'initiative COVAX, mais on n'a pas attendu. On a mis de l'argent pour avoir ces 200 000 doses. On cherche à mettre de l'argent pour avoir 6 800 000 doses de plus. C'est clair que tous les Sénégalais ne seront pas vaccinés. Et il faut diviser par deux. Quand on dit 200 000 doses, c'est 100 000 personnes qui doivent être vaccinées. Plus de 6 millions de doses, c'est 3 millions. L'objectif initial de l'État, c'est 3 500 000. Maintenant, la question est de savoir est-ce que ce sera suffisant. En réalité, quand on est dans des plans de vaccination comme ça, les épidémiologistes vous disent que ce qu'on vise, c'est une immunité. Et à partir d'un certain moment, si on immunise un certain nombre de personnes dans la population, on freine la transmission de la maladie. Il n'y a plus assez de virus circulants pour pouvoir provoquer une nouvelle épidémie. La maladie ne va pas disparaître, mais on ne sera plus en situation d'épidémie. Vous savez, c'est le coronavirus, ce n'est pas le coronavirus qui est virulent en tant que tel, c'est la capacité de ce virus à se disséminer très rapidement, qui provoque le congestionnement des hôpitaux qui crée problème. Ce n'est pas la maladie en tant que telle qui crée le problème. L'Assemblée nationale ne devrait-elle pas, parmi les leçons à tirer de la Covid-19, au moment du vote du budget, insister et peser de son poids pour que les moyens nécessaires soient affectés à la recherche, affectés davantage à la santé? En fait, l'Assemblée nationale sénégalaise, pour tout vous dire, n'est pas associée à la confection du budget. L'Assemblée vote le budget, mais ne fait pas le budget. Le budget est fait par les services financiers de l'État. C'est l'exécutif qui fait son budget et qui le présente à l'Assemblée nationale. Si on avait une... voter, encore moins de voter n'importe quoi. En réalité, si on connaît bien le fonctionnement de l'Assemblée nationale, qu'on vote ou qu'on ne vote pas, le budget sera exécuté.
Parce qu'en cas de blocage des institutions, le président de la République a les moyens de gouverner par ordonnance. Donc c'est très compliqué. Il nous faut des réformes pour aller vers ça. Il nous faut, vous voyez cette histoire de budget-programme qu'on n'arrive pas toujours à exécuter. Ça aurait été un pas vers un meilleur contrôle des politiques publiques. On aurait pu avoir une Assemblée nationale qui appelle des ministres, qui appelle des directeurs généraux au mois de juin pour discuter avec eux, donner des avis, pour pouvoir participer, même si on ne pèse pas de tout notre poids, participer à la confection du futur budget. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais il ne faut pas désespérer. Je pense qu'on y travaille et on finira par y arriver. Je rappelle que pour parler de ce vaccin contre la Covid-19, que le Sénégal a même passé commande auprès des différents fabricants, hein, les 5 médecins, je rappelle, Sinopharm avec les premières doses, AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Moderna et également Sputnik 5, et que cette campagne de vaccination sera lancée mardi 23 février. Parlons de cette affaire qui secoue l'Assemblée nationale, c'est l'examen de la demande de l'immunité parlementaire du député Ousmane Sonko, accusé par une jeune masseuse du nom d'Adji Sarr de viol et de menaces de mort. Les dernières nouvelles, c'est que M. Sonko a refusé de recevoir la convocation de la commission ad hoc et probablement de déférer à la convocation de cette commission qui va examiner la demande de levée de l'immunité parlementaire. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette affaire? Je vais rappeler un peu un certain nombre de faits, parce que dans cette affaire, on a entendu beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de spéculations. Les gens ont beaucoup parlé d'immunité parlementaire. Je pense qu'on n'a jamais autant parlé d'immunité parlementaire dans ce pays que pour cette affaire. Il n'en demeure pas moins que l'immunité parlementaire n'est pas vraiment bien compris par tout le monde. Et je pense qu'il serait important qu'on recadre les choses. Le député, c'est un représentant du peuple sénégalais que l'on cherche à protéger dans le cadre de l'exécution de son mandat. Donc, pour pouvoir mettre en œuvre cette protection, on a mis en place ce qu'on appelle les immunités. Parce qu'il n'y a pas qu'une seule immunité. Les immunités qui sont de 2 ordres. Il y a l'inviolabilité et l'irresponsabilité. L'irresponsabilité est l'immunité la plus forte, c'est une immunité absolue. Il protège le député dans le cadre de l'exécution de son travail de député. C'est-à-dire lorsqu'il fait un vote, lorsqu'il émet une opinion, on dit que, et ça c'est consacré par la Constitution sénégalaise en son article 61, alinéa 1, le député ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion de l'émission d'une opinion ou d'un vote dans le cadre de son mandat. Ça, c'est la première chose. Cette immunité, elle est permanente, c'est-à-dire qu'on soit en session ou en dehors de la session, elle existe. Elle est éternelle, c'est-à-dire même après le mandat, on ne peut pas poursuivre le député pour l'expression d'une opinion. La deuxième immunité, c'est l'inviolabilité. L'inviolabilité, maintenant, vient protéger le député dans ses actions qui sont en dehors de son travail de parlementaire, c'est-à-dire dans ses actions en tant que citoyen. Et c'est là qu'on dit qu'on ne peut pas poursuivre le député en matière criminelle ou correctionnelle que sur l'autorisation de l'Assemblée nationale. Vous voyez la différence. L'irresponsabilité, personne ne peut lever l'immunité. Il n'y a pas de mécanisme pour lever cette immunité. Mais en matière criminelle ou correctionnelle, on peut poursuivre le député sur autorisation de l'Assemblée nationale. On est en présence, dans le cas d'espèce, d'une matière criminelle. On est en présence d'une matière criminelle. Et si on était hors session, et si les gens lisent bien les textes, ils verraient que hors session, on n'a même pas besoin de l'autorisation de l'Assemblée nationale. Parce que quand vous regardez le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, il vous dit qu'en dehors des sessions, le député n'est pas protégé en matière criminelle. La session pour le commun des mortels va du 15 octobre au 15 juin. Aujourd'hui, on est dans une affaire qui oppose 2 personnes. Une citoyenne sénégalaise dépose une plainte devant le procureur de la République
cette plainte concerne un député. La première chose qu'il faut clarifier, c'est que beaucoup de gens sont en train de spéculer sur la convocation de la gendarmerie. Certaines personnes même justifient les troubles qu'il y a eu par le fait que la gendarmerie ait convoqué un député. Je défie quiconque de montrer un texte qui interdit à un gendarme de convoquer un député. Parce que dans la Constitution sénégalaise, à l'article 61, il n'est pas dit que le député ne peut pas être entendu. Quand un juge ou un officier de police judiciaire a besoin dans une affaire d'être éclairé, il peut convoquer n'importe quelle personne. L'immunité parlementaire ne couvre pas l'enquête préliminaire. L'enquête préliminaire, on veut juste vous entendre. Maintenant, il peut refuser. Oui, c'est ce de que déférer. M. Sonko a fait. Et s'il refuse de déférer, on ne peut pas utiliser la force publique pour l'amener à déférer. Oui, il a refusé en se prévalant de son immunité parlementaire. L'immunité ne protège pas contre la convocation de la police. Parce qu'on a vu des députés aller répondre. Oui. Donc, vous savez, c'est tellement pernicieux qu'en Angleterre, qui est le régime parlementaire par essence, en France, aujourd'hui, on a repoussé les limites de l'immunité. C'est-à-dire, la poursuite ne fait plus partie de l'immunité. On peut poursuivre un député. L'immunité ne couvre le député que dans le cadre d'une arrestation, c'est-à-dire d'un acte de privation de liberté. En réalité, le constituant a voulu faire deux choses, protéger le député et faire de telle sorte qu'il ne soit pas aussi un citoyen à part. Parce que nous devons être quand même en équilibre sur la balance en ce qui concerne la loi et la justice. Parlons maintenant de l'examen de la demande de levée de l'immunité parlementaire adressée à l'Assemblée nationale par le ministre de la Justice, comme le veut la procédure. M. Sonko refuse de déférer à la convocation aujourd'hui et lui et l'opposition qui le soutient disent qu'il faut d'abord auditionner Adji Sarr, la personne qui a déposé la plainte, mais aussi les témoins. La démarche, c'est ça. La procédure, elle est très simple. Nous devons travailler à étoffer notre règlement intérieur. Parce que la Constitution sénégalaise parle des immunités à l'article 61. Donc, il décrit c'est quoi une immunité, comment ça se passe, et s'arrête là. Maintenant, on va dans le règlement intérieur. Le règlement intérieur, en 2 articles, boucle les immunités. Article 51, article 52. Il y a des vides qu'il faudra qu'on essaye de combler. Mais bref, oui, ce qu'il faut, voilà, ce qui existe aujourd'hui, oui, c'est qu'en cas de demande de levée d'immunité parlementaire, c'est le procureur auprès de la cour d'appel qui fait la demande. Ce n'est pas le procureur général. Les gens font beaucoup de confusion. C'est le procureur auprès de la cour d'appel. C'est lui qui représente l'institution judiciaire, le pouvoir judiciaire, qui va, à travers le garde des Sceaux, s'adresser à l'institution qu'est le Parlement. Donc, le garde des Sceaux n'est qu'une courroie de transmission. Il reçoit une demande du procureur près de la cour d'appel qui lui dit « Une affaire concerne un député, nous avons besoin de lui ». Il transmet une demande de levée d'immunité parlementaire. Ce courrier, quand il est reçu par le président de l'Assemblée nationale, est traité avec toute la discrétion qui sied. Ce courrier n'est jamais publié. Personne n'y a accès. Et ça, c'est la pratique parlementaire qu'on a héritée de la France. On peut le remettre en cause. On peut considérer que c'est quand même un élément d'information qu'on pourrait mettre à... Ça pourrait régler beaucoup de problèmes d'ailleurs à la disposition du public. Ça aurait pu empêcher qu'il y ait toutes ces spéculations, toutes ces dérives informationnelles. Disant même que, voilà, disant qu'il y a X dedans ou il y a Y dedans, et alors que c'est... Qui est visé ici? C'est le député Ousmane Sonko qui est visé par la lettre, nommément. Parce que vous avez vu la lettre. Non, la lettre a été lue. La lettre est lue. Elle est lue. Ensuite, quand le bureau de l'Assemblée nationale se réunit sur demande du président de l'Assemblée nationale, il n'examine que 3 choses. Est-ce que la demande est sincère? Est-ce qu'elle est loyale? Est-ce qu'elle est juste? À partir de là, ils adhèrent à la demande ou pas. S'ils adhèrent à la demande, ils vont, par la pratique parlementaire,
demander à la commission des lois de mettre en place une commission ad hoc composée de 11 députés en charge d'auditionner le député. L'article 52 ne parle que de l'audition du député. En aucun moment, on ne parle de l'audition d'une autre personne. Donc, quand les députés de l'opposition demandent l'audition de Adji Sarr, l'audition des témoins, quand ils demandent à avoir les éléments du dossier du procureur, du juge d'instruction, je pense qu'ils outrepassent leurs prérogatives. Ils n'y ont pas droit. Ils n'y ont pas droit. En tout cas, aucun texte ne leur permet de le demander. Aucun texte. J'ai ici le règlement intérieur, on peut l'ouvrir et regarder. Allez-y, donnez-nous une référence précise par rapport à ce que c'est très vous êtes en train de facile, dire. donc je vous laisse le lire. Oui, bon, allez-y, oui. Article 52, il est constitué pour chaque demande de levée de l'immunité parlementaire d'un député ou pour chaque demande de suspension de poursuite déjà engagée, une commission ad hoc de 11 membres nommée selon la procédure prévue à l'article 34. La commission doit entendre le député intéressé, lequel peut choisir comme défenseur un de ses collègues. Lors des débats ouverts par l'Assemblée nationale en séance plénière sur les questions d'immunité, peuvent seuls prendre la parole le président, le rapporteur de la commission, le gouvernement, le député ou son défenseur et un orateur contre. Point. Aucune autre Terminé. personne, Aucune si autre on personne. vous suit, ni Adji Sarr, ni les témoins Ils sont pas dans la invoqués procédure. par l'opposition ne peuvent être entendus. Ça, c'est une procédure judiciaire. L'Assemblée nationale n'est pas un juge. On lui demande de mettre à disposition un de ses membres parce que la justice a besoin de lui parler. Point. L'Assemblée nationale ne peut statuer que sur ça. Il ne peut pas parler avec d'autres personnes. Qu'est-ce qui va se passer si ça se confirme que le député Ousmane Sonko, leader des PASTEF, refuse de déférer à la convocation de la commission ad hoc? Donc hier, j'ai entendu dire qu'il a refusé de recevoir la convocation que la gendarmerie lui a amenée, le gendarme de l'Assemblée nationale. S'il refuse de déférer, la commission va continuer son travail. On a vu des levées d'immunité parlementaire où les députés ont refusé de choisir un défenseur et ont refusé de déférer à la convocation. La commission ad hoc va continuer son travail. Sur la base des éléments qu'ils ont, ils feront un rapport, ils vont apprécier et ce rapport sera remis aux députés. Parce qu'encore une fois, ce n'est ni le bureau de l'Assemblée nationale, ni la commission ad hoc qui enlève l'immunité parlementaire. C'est la plénière. Parce que dans tous les cas, la commission ad hoc ne fait que recueillir des informations. Si elle ne parvient pas à parler avec le député concerné, va faire son rapport. Ce rapport sera remis aux 165 députés qui se feront leur opinion. Et sur la base de leur opinion, voteront en leur âme et conscience s'il faut ou pas lever l'immunité parlementaire. Avec une majorité simple ou qualifiée? Avec une majorité simple. C'est-à-dire que si c'est un vote classique. Plus de 50% des députés disent oui, l'immunité parlementaire est levée. Avec quelles conséquences? Bon, la conséquence, c'est que le député sera mis à la disposition de la justice. Maintenant, à partir de ce moment, il n'aura plus cette immunité, cette inviolabilité, et il sera sous le droit commun comme un citoyen lambda. Alors, il y a cette question quand même de nos concitoyens. Salou Diop, j'ai l'impression que l'Assemblée nationale favorise plus la politisation des dossiers judiciaires impliquant des opposants que d'aider le peuple à la manifestation de la vérité. Est-ce qu'il n'est pas opportun de réformer cette institution, c'est-à-dire l'Assemblée, pour qu'elle joue son véritable rôle dans le respect de la séparation des pouvoirs? C'est une question que je respecte, mais il y a beaucoup de mots pour ne rien dire, à mon avis. Parce que l'Assemblée a un rôle de représentation, on le fait, a un rôle de vote des lois, on le fait, a un rôle de contrôle du gouvernement et d'évaluation des politiques publiques, on le fait. Donc maintenant, politisation des dossiers judiciaires, l'Assemblée n'a jamais pris l'initiative et ne peut pas prendre l'initiative de lever l'immunité parlementaire d'un député. Ce n'est pas possible. C'est une demande de la justice sénégalaise. Et nous,
députés, nous n'avons pas pour vocation d'arrêter la marche de la justice. Si nous considérons que la demande, comme je vous le disais tantôt, est juste, loyale et sincère, nous pouvons lever l'immunité parlementaire du collègue député, sachant que le fait de lever l'immunité parlementaire d'un député ne le condamne pas. Oui. Ce n'est pas parce qu'un député est mis à la disposition de la justice qu'il est coupable. Il y a eu plein de députés dont l'immunité parlementaire a été levée et qui n'ont jamais été condamnés. Justement, le constat que fait une partie de l'opinion, pour ne pas dire même une bonne partie de l'opinion, c'est que ces demandes de levée de l'immunité parlementaire ciblent ou ne ciblent que des personnalités politiques qui ont maille à partir avec le pouvoir. Vous répondez quoi? Écoutez, il y a eu un député qui était dans le groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, qui a eu des problèmes avec la justice. Je pense qu'il n'a même pas attendu qu'on lève son immunité parlementaire. Il a démissionné. Oui, c'est M. Bougazali. Voilà, c'est ça. De lui. C'est ça. Oui. Et si une demande de levée de son immunité parlementaire était arrivée à l'Assemblée nationale, on l'aurait levée. On l'aurait levée. Donc, il ne faut pas que les gens fassent des généralités. Ce n'est pas parce que on a levé l'immunité parlementaire de Khalifa Sall qui était de l'opposition, qu'on fait une demande de levée d'immunité parlementaire de Ousmane Sonko qui est de l'opposition, que tout de suite on fait des généralisations et dit que ça ne concerne que les députés de l'opposition. Ça peut être un constat, mais ce n'est pas une réalité, à mon avis. Ma dernière question sur cette affaire de levée de l'immunité parlementaire du député Ousmane Sonko, pour revenir à la procédure, est-ce que l'Assemblée n'a été saisie que sur l'affaire de viol et de menaces de mort présumées uniquement? Uniquement. À ma connaissance, il n'y a aucun autre point qui est ciblé à part la plainte de la dame Adji Sarr. Trouble à l'ordre public, Non. insurrection. Non. Il y a quand même des militants du PASTEF aujourd'hui. C'est des qui sont procédures arrêtés, différentes. qui C'est sont des procédures poursuivis différentes. pour ces faits. C'est des procédures différentes. Oui. Il y a des militants de PASTEF qui ont été arrêtés pour des faits de troubles à l'ordre public et à l'insurrection. Oui. Rien n'empêche demain que le procureur de la République invite le député Ousmane Sonko dans ce dossier. Mais en l'état actuel des choses, la saisine de l'Assemblée nationale ne concerne que la plainte de la dame Adji Sarr. Autrement dit, quand votre immunité parlementaire est levée, vous pouvez être poursuivi sur d'autres faits. Ça, cela existe. Ça, je ne suis pas sûr. Oui. Il faudrait poser la question aux spécialistes du droit, mais je pense que quand l'immunité parlementaire est levée, ça ne concerne que le fait pour lequel l'immunité parlementaire a été levée. C'est-à-dire les accusations dès que de viol et de menaces de mort présumées. Voilà. Dès que cette affaire est close, l'immunité parlementaire revient de droit. Le député Théodore Chérif Monté est l'invité de ce JDD, iRadio ITV, imedia.sn. L'Assemblée nationale a un pouvoir au même titre que l'exécutif et plus particulièrement le président de la République. Ce pouvoir s'appelle l'initiative des lois. C'est quand même une Assemblée sénégalaise très timide sur cette prérogative. Pourquoi les députés ne font pas de propositions de loi? Alors, la faiblesse de l'Assemblée nationale sénégalaise en matière de proposition de loi réside essentiellement sur la solitude du député. Le député sénégalais, vous savez, un député, ce n'est pas un spécialiste du droit, ce n'est pas un docteur en droit, ce n'est pas un économiste, ce n'est pas un financier. Donc, un député, c'est un citoyen sénégalais qui s'est présenté dans une élection et qui a été élu par ses concitoyens pour qu'il aille les représenter à l'Assemblée nationale. Pour que le député puisse faire son travail, il lui faut être outillé. Aujourd'hui, quand l'exécutif vient à l'Assemblée nationale pour présenter une loi, cette loi est portée par un ministre, mais le ministre ne l'a pas écrit. Ce sont ces techniciens qui l'écrivent. Donc aujourd'hui, nous devons avoir autour du député des techniciens en mesure d'analyser les situations pour pouvoir faire porter une proposition de loi. D'autant plus que
Nous sommes freinés par la Constitution parce que chaque fois qu'un député fait une proposition de loi et que ça a un impact financier, c'est à lui de trouver les moyens pour combler cet impact financier. Où est-ce que le député va trouver matière pour résoudre ce genre d'équation? Donc, nous devons réformer en profondeur le statut du député, lui permettre de pouvoir travailler, c'est lui donner les moyens techniques, financiers et intellectuels. Il faut que le député puisse être assisté par de véritables assistants parlementaires qui vont réfléchir sur la donnée législative pour pouvoir porter. Il y a des députés qui essayent. Nous avons commencé à travailler il y a quelques mois avec l'honorable député Seydou Diouf sur une loi sur le littoral. Bon, entre-temps, l'exécutif l'a présenté. Donc, ah oui, c'est des choses qui arrivent aussi. Ouais. Oui. Mais il y a l'honorable député Alioune Souaré qui a présenté, je pense, une proposition de loi tout dernièrement, qui est sur la table, qui est sur le bureau de l'Assemblée nationale. Il y a des députés qui essayent. Mais vous avez un projet de proposition c'est ce que je de disais. loi. Nous avons commencé à travailler sur le littoral, avec Seydou Diouf. Il y a la réforme du règlement intérieur, de la loi organique sur le statut du député, la mise en place du code de déontologie, la formalisation de tous ces aspects qu'on appelle pratiques parlementaires, les sanctions contre les députés absentéistes, etc. Nous avons beaucoup travaillé dessus et c'est une grosse réforme. Une partie a été mise en œuvre il y a 2 ans, une autre partie attend. Bon, comme je vous disais, on a besoin d'être mieux outillés pour pouvoir faire des propositions de loi. Donc ça mérite une grosse réflexion et une modernisation de l'Assemblée nationale. On parle d'une réforme éventuelle de la loi sur le loyer. Apparemment, ce sera une initiative gouvernementale, mais quand on se souvient que si vous-même, député, qui avez voté cette loi, qui avait suscité beaucoup d'espoir et qui, à l'application, ne s'est pas révélée efficace, est-ce que, vous ne devez pas aujourd'hui vous impliquer davantage pour que cette loi sur la baisse du loyer soit revue, réformée? En fait, cette loi sur le loyer, j'ai toujours dit que c'était une hérésie. Je n'ai jamais compris cette loi. Je n'ai jamais compris ce qu'on voulait faire. On se lève un matin et on dit tous les loyers, à l'instant T, seront réduits de X%. Et les loyers à l'instant T plus 1, ils seront comment? Ce n'était pas une loi. C'était une grosse erreur. Il faut l'arrêter. De toute façon, on ne légifère pas sur le business comme ça. Une loi qui était inspirée, si j'ai bien compris, par le gouvernement. Oui, aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas l'occasion, puisque vous-même, député, vous vous rendez compte que c'est une hérésie, ce n'est pas l'occasion de reprendre les choses en main? En fait, il ne faut pas une loi sur le loyer. Ah, il ne faut surtout pas une loi sur le loyer. Ce qu'il faut, c'est faire de telle sorte que les Sénégalais soient propriétaires. Cette loi, il faut l'abroger. Elle ne sert à rien. Il ne faut pas la réformer, il faut l'abroger. Il ne faut pas la réformer. Si on la réforme, on fait quoi? On va demander à celui qui investit de louer son immeuble à perte? Non, il ne le fera pas. C'est un homme d'affaires. Il va arrêter d'investir sur le business si on le force à faire ça. Ce qu'il faut, c'est permettre aux Sénégalais d'accéder à la propriété. Et ce qu'il faut, c'est faire de telle sorte qu'il y ait une équité sociale en termes d'habitat. Si vous allez dans certains pays comme la Suisse, à Genève, pensez que tout le monde a les moyens de payer n'importe quel loyer. Dans un même immeuble, vous trouverez quelqu'un qui paye 1000 et quelqu'un qui paye 0. Parce que quand le promoteur lance son projet, l'État prend des parts dans le projet et garantit ce qu'on appelle les logements sociaux.
Et les logements sociaux, ce ne sont pas de mauvaises maisons construites à la va-vite, c'est les mêmes appartements que celui qui peut payer 1000. Il y a un projet de 100 000 logements sociaux. C'est justement ça, le projet de 100 000 logements. On ne l'appelle pas 100 000 logements sociaux. Oui. C'est projet de 100 000 logements. Tout court. Tout court. Pourquoi, Et dans ces 100 000, voilà. Vous jugez nécessaire de relever. En fait, il ne faut pas qu'on considère que parce que la personne a des moyens limités, elle doit habiter dans un trou à rats ou dans un nid à poules. Oui. La personne doit pouvoir habiter dans le même standing que n'importe qui d'autre, avec un salon, au moins 2 pièces pour séparer les parents, les enfants. Décent. Parce que c'est la dignité humaine, il faut respecter les personnes. Et pour ça, il y a du travail, mais il y a surtout cette rationalisation de ce qu'on appelle quand on construit, on passe par une étape de viabilisation. Cette viabilisation coûte très cher parce qu'on utilise des moyens, des techniques peut-être qui ne sont pas bonnes, etc. Dans tous les cas, l'État a l'obligation de travailler, de réfléchir pour que le Sénégalais puisse accéder à la propriété. Ce ne sera que ça qui pourra régler le problème. D'où la nécessité d'une réforme foncière qui tarde. Mais la réforme, le président Macky Sall lui-même a dit que l'essentiel des conflits aujourd'hui au Sénégal sont d'ordre foncier. Oui. Et ça va exploser si on continue comme ça. Il y a une densification, il y a une demande, il y a de la prédation, il y a tellement de choses qui posent problème que si on ne fait pas cette réforme foncière, on finira par s'en mordre les doigts. Elle tarde. Elle tarde. Mais... Et vous observez en tant que député du peuple. Ah non, en tant que député du peuple, on n'observe pas, on en parle. C'est cet immobilisme de l'Assemblée nationale. Il n'y a pas d'immobilisme, on en parle avec le ministre de l'Urbanisme, on en parle avec les autorités en charge du foncier. Tous les jours, il y a des débats sur ça. Ce n'est pas parce que ce n'est pas porté à la connaissance du public que ça ne se fait pas, mais tous les jours, il y a des débats sur ça et les députés réfléchissent profondément sur le sujet. Dans le cadre de notre mission d'information sur les inondations, dont une partie concernait la restructuration urbaine, on a fait des recommandations fortes dans notre rapport pour pouvoir essayer de redresser la barre. Ce qu'on a juste retenu de cette mission d'information sur les inondations, c'est que Keur Massar sera départementalisé. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce rapport? Et est-ce qu'il ne sera pas encore rangé dans les tiroirs? Non. Vous avez fait cette mission, vous avez remis le rapport au président de la République, mais depuis, plus rien. En réalité, il y a déjà eu des choses. Comme quoi? Il y a eu déjà... le Sénégal est en train d'investir sur ce qu'on appelle les grands calculateurs qui permettront à l'ANACIM de voir un peu plus loin et de prévoir les choses avant que ça n'arrive. Le volet restructuration urbaine, qui était le parent pauvre du programme, va être remis sur la table. Le président de la République a demandé à ce qu'on le remette sur la table. Mais bon, vous savez, on est en situation de pandémie. Il y a eu beaucoup de choses qui avaient été prévues, qui prennent du retard parce qu'il y a des équilibres budgétaires qu'il faut essayer de respecter. Et ces recommandations se trouvent dans votre rapport. Absolument. Vous voyez un peu, vous avez une initiative de loi qui vous est conférée par la Constitution, mais pourquoi vous ne l'utilisez pas? Pourquoi vous êtes dans une position attentiste? Pourquoi vous attendez toujours que l'exécutif prenne l'initiative? C'est ce que je vous dis, Mamadou. Si aujourd'hui Théodore Chérif Monteil prend ses recommandations et sur cette base fait une proposition de loi, ça impactera forcément le budget du Sénégal. Moi, je ne suis pas financier. On va me demander de rééquilibrer le budget du Sénégal par rapport à cet impact financier. Je n'ai pas les moyens intellectuels pour le faire. Je vais être obligé d'aller prendre un expert et de le payer. Comme dans toutes les assemblées du monde. Donc, dans toutes les assemblées du monde, on donne aux députés les moyens de s'attacher les services d'un expert. C'est ce que je disais tantôt. Si le député a les moyens de s'attacher les services d'un expert, quand on a fait la réforme du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, il nous a fallu trouver nous-mêmes de l'argent pour payer
des constitutionnalistes pour nous aider à faire la relecture des travaux. Vous voyez ce que ça... Dans le sillage de cette réforme que vous préconisez, que faut-il? Revenir au régime parlementaire, un régime plus rationalisé qu'il ne l'est maintenant? Aujourd'hui, on est dans un régime présidentiel. On est dans un régime présidentiel fort. Je pense que moi, mon opinion personnelle, en tant qu'homme politique, c'est que le présidentialisme fort, tel que celui du Sénégal, n'est pas la meilleure des choses. Parce que concentrer tous les pouvoirs entre les mains d'une seule personne, ça comporte beaucoup de risques. Maintenant, c'est un autre débat. Hein. C'est un débat sur lequel je peux disserter. C'est mon opinion. Si mon opinion devait compter sur des réformes institutionnelles, je pense qu'il y aurait moins de pouvoir entre les mains du président de la République et un peu plus de pouvoir au sein du Parlement. Théodore Chérif Monteil, député invité du jeudi dimanche, on va y aller très vite. Les élections à venir, les locales qui ont du mal à se tenir, renvoyées par 2 fois. Là, on parle de la fin de l'année 2021. Après, au mois de juillet 2022, normalement, devraient se tenir les législatives et la présidentielle qui est prévue en 2024. Quelle est votre réflexion sur ce calendrier électoral qui pose de plus en plus de problèmes, en tout cas qui fait débat? Tout est parti du dialogue national, ce qu'on a appelé le dialogue national. Je l'ai toujours dit, à chaque fois que les politiciens veulent empêcher aux citoyens de s'exprimer à travers des élections, ils créent un dialogue. Et quand on crée un dialogue, qu'est-ce qui en sort? C'est que on remet toujours en cause certains aspects, soit du fichier électoral, soit du code électoral. Et on se dit, ça va prendre du temps pour auditer le fichier, pour réformer le code. Et donc, on recule. C'est comme si la classe politique, dans son ensemble, pouvoir comme opposition, s'entendait pour ne pas aller à des élections. C'est le sentiment que j'ai eu pendant ces 2 dernières années. Et on entend 2 sons de cloche. L'opposition qui dit que c'est le pouvoir qui ne veut pas des élections, le pouvoir qui dit non, c'est plutôt l'opposition qui a créé cette situation en demandant l'audit, l'évaluation du fichier électoral. Et vous, mais ils le savaient au départ. Oui, quand ils allaient tous les deux, quand ils allaient au dialogue. Oui. Moi, quand on a parlé du dialogue, je l'ai dit avant même que le dialogue n'ait lieu. Parce que j'ai déjà participé à ça. Je sais où est-ce que ça mène. Ça mène toujours vers un audit du fichier électoral qui prend 6 mois, vers une réforme du code qui va prendre encore 6 mois. Et donc, on a violé la loi à plusieurs reprises, c'est-à-dire le report des élections locales au-delà du 31 décembre de l'année d'expiration de leur mandat est une violation de la loi. Des maires illégitimes, il faut oser le dire. Aujourd'hui, tous les actes qu'ils posent sont illégitimes. On a confisqué la souveraineté des citoyens, la souveraineté du peuple, et on les a mis entre des mains illégitimes. Comment faire pour ne pas avoir des députés illégitimes? Quelle proposition concrète avez-vous, vous, Théodore Chérif Monteil, sur le calendrier électoral? Le calendrier électoral, il faut le respecter. Les députés, leur mandat arrive à échéance en 2022. Il faudra qu'en 2022, qu'on ait des élections législatives. Vous êtes opposé à toute idée de couplage? Un couplage entre... les locales et les législatives. Votre collègue député Seri Diouf, que vous avez nommé tout à l'heure, qui a même dit pourquoi pas les législatives et la présidentielle en 2024. Oui. Il est possible de coupler des législatives et des présidentielles, techniquement. Je parle techniquement. Après, je viendrai sur la réalité. Techniquement, c'est possible. Législatives et locales, c'est trop compliqué parce que c'est des 2 élections très, très techniques. Ça va être trop difficile. Maintenant, coupler les élections législatives aux élections présidentielles dans le seul souci d'économiser de l'argent, pour moi, c'est ne pas respecter les Sénégalais. Qui va prolonger le mandat des députés? Les députés? Je vous renvoie la question. Mais ce mandat, il ne leur appartient pas. On le leur a confié pour une durée de 5 ans. Au bout de 5 ans, ils doivent le rendre. Ils ne peuvent pas, au bout de 5 ans, se réunir et dire « nous allons prolonger notre mandat ». La dernière prolongation du mandat des députés, c'était plutôt une initiative du président de la République d'alors, c'est un manque de le respect président Abdoulaye Wade.
Aujourd'hui, vous dites qu'on ne doit pas prolonger le mandat des députés. On ne doit pas le faire. Ni de la part des députés eux-mêmes, ni de la part du président de la République. On ne doit pas le faire, à mon avis. Et le peuple sénégalais doit refuser que des représentants illégitimes puissent continuer à siéger. D'autant plus que parallélisme des formes, le président ne peut plus dissoudre l'Assemblée et l'Assemblée ne vote plus de motion de censure. Comment sortir de cette sorte de quadrature du cercle? Mais vous savez, c'est le peuple qui est souverain. On n'est pas dans une quadrature du cercle. Le peuple est souverain. Oui. Et les politiciens prennent leurs décisions en fonction de ce que le souverain fait ou semble faire. Le peuple sénégalais a toujours été fort, déterminé. Oui. S'il continue à être fort et déterminé, je pense que personne ne pourra confisquer le pouvoir. Thiama Konaté qui dit « Pourquoi ceux qui critiquent tout le temps sur la touche ne veulent pas se présenter à des élections pour être élus comme toi, il vous tutoie, comme toi tu l'as fait, comme vous l'avez fait ?» Oui. Je lui réponds que ça fait 10 ans, 20 ans que je travaille à ramener le citoyen sénégalais au cœur de la chose politique. Nous ne pourrons avancer en politique que quand tous les Sénégalais s'intéresseront à la politique et se diront que pourquoi je mets l'autre, pourquoi je n'y vais pas. Parce que si nous nous y intéressons tous, nous travaillerons à ce que ce pays aille de l'avant. Nous allons dire un mot quand même sur l'agriculture, l'arachide surtout, la filière arachidière, puisque vous êtes un bon Saloum. Il y a une campagne arachidière, même des campagnes qui se suivent et parfois qui se ressemblent. Deux choses aujourd'hui, c'est une filière internationale avec notamment la Chine, mais aussi au niveau national avec les huiliers. Est-ce que cette campagne arachidière telle qu'elle se déroule vous satisfait? Moi, dans l'analyse que j'ai faite, je ne suis pas convaincu d'abord par les chiffres que j'entends. Ah oui. La deuxième chose, c'est que l'arachide, c'est une filière. Plus d'1 million de tonnes de production, vous n'y croyez pas? J'essaie de voir où est-ce que ça se trouve, je ne vois pas. Et quand je fais un calcul statistique, théorique, je trouve ce chiffre. C'est ça le problème. Quand je regarde le rendement à l'hectare et les surfaces emblavées, je tombe sur ce chiffre. Maintenant, l'arachide est une filière. Quand on désintègre une filière, on ne doit pas s'attendre à avoir des résultats. On a derrière des champs qui ne sont pas entretenus et en aval, on a un outil industriel obsolète. C'est clair qu'on n'arrivera à rien du tout aujourd'hui avec l'arachide. La filière arachidière est désintégrée aujourd'hui au Sénégal? Complètement désintégrée. Par qui? Mais par ceux qui le gèrent. Par ceux qui le gèrent. Regardez un champ d'arachide qui doit avoir un rendement de X tonnes à l'hectare et qui a peanuts. Vous avez un outil industriel comme la Sonacos. Vous êtes passé devant la Sonacos au port, vous avez vu l'état de l'outil industriel. C'est complètement obsolète. Ils ne peuvent... Quand on vous dit que la Sonacos a collecté 12 000 tonnes d'arachide, la question qu'on ne se pose pas, c'est quelle est la capacité de trituration de la Sonacos installée? 900 000 tonnes. C'est quoi 12 000 tonnes sur 900 000 tonnes installées? Ils ne vont jamais allumer des machines pour 12 000 tonnes. Ça fait 2 ans qu'ils ne triturent pas. La filière... Le DG de Sonacos brandit la performance de Sonacos. Il n'y a aucune performance. On peut brandir tout ce qu'on veut. Les faits sont là. Ils sont têtus. La Sonacos n'a pas allumé ses machines depuis 2 ans. Je termine très rapidement. Données personnelles, vous êtes vice-président de la commission qui est chargée des données personnelles. On parle de plus en plus de régulation des réseaux sociaux. Mais sur les données, aujourd'hui, depuis que vous travaillez, quelles sont les difficultés auxquelles vous avez été confrontés et quels résultats auxquels vous êtes parvenus? Aujourd'hui, la commission de protection des données personnelles travaille sur plusieurs volets. Il y a un volet classique qui est la vidéosurveillance, c'est très simple. Il y a le volet contrôle des entrées et des sorties. Aujourd'hui, on parle de collecte de données à caractère financier, à caractère médical, etc. Ça, c'est le plus difficile. La CDP, en tant que commission, qui devait être une autorité, n'a pas les moyens financiers pour mener son travail à terme.
le budget de la CDP est vraiment très, 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 très bas. C'est 300 millions dans l'année. Ça leur permet juste de payer du personnel. Alors que quand on parle de données personnelles, c'est de la haute technologie. Alors qu'on parle de protection de même protection. Des données, on parle de régulation. On a besoin que cette commission soit réformée en autorité avec l'autonomie financière et on a besoin qu'elle soit bien outillée pour pouvoir faire son travail de protection des données personnelles des Sénégalais. La CDP doit être érigée en autorité. Absolument. Les textes sont déjà prêts. Très bien. Moi, d'ailleurs, je suis arrivé à la CDP par ça. Oui. J'ai participé justement à la rédaction du nouveau texte. En une fraction de seconde, les Sénégalais sont-ils sur écoute? On le dit. Je n'en suis pas certain. Je n'ai pas les moyens de le prouver. Mais je n'ai pas aussi les moyens de l'infirmer. Très bien. Comprenne qui pourra. Merci Théodore Chérif Monteil. Vous êtes député de la majorité parlementaire, vice-président de la commission aménagement du territoire, habitat, urbanisme et transport. Vous êtes également le rapporteur de la mission d'information de l'Assemblée sur les inondations. Merci d'être venu au jury du dimanche. Merci. Vous êtes quand même à la tête également de l'Union citoyenne Buntubi. Émission Jury du dimanche, iRadio, ITV, imedia.sn, Mahmoud Ibrakan à la présentation. Pour iMedia SN, Aliou Diouf pour le texte vous fera le compte-rendu de cette émission. À la photo, Pape Doudou Diallo. Merci à toute l'équipe technique, Sekou, Augustin, Iba Marsen pour la prise de son. Réseaux sociaux, Biram Pouy et Mamadou Diagne. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain.